Merci beaucoup pour toutes ces pistes d'action. Alors, je pense qu'on va s'arrêter là sur le temps d'échange. On va prendre, s'il y en a, quelques questions dans la salle. Alors, Gwendoline va pouvoir, si vous voulez, lever la main et Gwendoline va vous faire passer le micro. Si je peux me permettre, Marine, je vais juste te faire passer. Karl a ramené des photos de son élevage parce qu'il parle de cochons, mais en fait, il faut voir aussi comment il élève ses cochons et pourquoi il en parle avec autant de cœur. Donc, je vous laisse regarder l'élevage de cochons et faire tourner. Et il y a quelques flyers aussi si vous voulez prendre. Je vais le faire. Non, mais j'attends vos questions, hein. C'est pas parce que je distribue qu'il faut pas. Il y a le patron qui a des questions. En deuxième position. Non mais Ghislain, je vous en prie. Okay. Oui, bonjour. Merci pour tout ce que vous avez partagé, qui est vraiment très intéressant. Moi, j'aurais plein de questions, mais je vais en poser deux. La première question, c'est il y a quelques années, j'ai échangé avec les services vétérinaires pour leur demander leur avis sur l'agroforesterie. Et les services vétérinaires m'avaient fait part du fait qu'ils avaient un peu une inquiétude quand on plantait. Alors, je suis lorrain, donc j'ai demandé est-ce qu'on ne peut pas planter plus de mirabelliers et puis élever des vaches en dessous, des moutons. Et ils m'avaient dit oui, mais on n'aime pas trop ça parce que voilà, il y a des aspects sanitaires quand on récolte les fruits et ça nous fait un peu peur. Donc, est-ce qu'il y a réellement un problème sanitaire d'associer voilà, la récolte de fruits à de l'élevage? Voilà, ça c'est ma première question. La deuxième question, c'est quelqu'un m'a dit récemment qu'à ce jour, on arrache plus de haies qu'on en plante. Est-ce que c'est vrai? Parce que si c'est vrai, ça me paraît complètement ahurissant. Voilà. Je ne sais pas qui est-ce qui voudrait répondre peut-être. Merci pour ces questions qui sont très fréquentes. Elles reviennent souvent. Donc, alors, par rapport à l'incompatibilité éventuelle sur le plan sanitaire, la réponse était un peu dans la question. Il y a des gens qui le font. Est-ce que vous voyez une hécatombe? Est-ce qu'il y a des gens qui en meurent tous les jours? Je ne suis pas sûr. Donc, évidemment, il y a des règles. Évidemment, mais comme pour tout, en fait, il y a des règles pour épandre des produits chimiques sur les cultures, par exemple. Alors ça inquiète moins parce qu'on a mis une règle et puis on croit qu'elle est respectée, etc. C'est la même chose. Donc quand on a des poulets sous des noyers ou des vaches sous des mirabelliers, c'est un très très bon exemple d'agroforesterie traditionnelle d'ailleurs, le pré-verger lorrain en l'occurrence. On enlève les vaches quelque temps avant la récolte, tout simplement. Et vous avez beaucoup moins de problèmes avec ces fruits-là parce qu'ils ne sont pas récoltés à terre, contrairement aux fruits à coque qui sont récoltés à terre, mais qu'on peut récolter avec des corolles, etc., pour que ça ne tombe pas sur le sol directement, puisqu'en fait, la contamination principale vient du sol. Voilà. Concernant le bilan que vous évoquez sur les linéaires de haies et les arbres agricoles en France, c'est vrai. On a eu un rapport qui est ressorti en 2023, là, qui a été commandé par le ministre de l'Agriculture, donc comme quoi il est quand même intéressé. Et le but, c'était de dire, voilà, on a mis depuis 15 ans énormément d'argent sur la plantation. Quel est le bilan? Qu'est-ce que ça donne? Est-ce que la stratégie est bonne? Le rapport est sans appel. Il dit que, en fait, oui, on a planté à tour de bras, mais qu'en fait, les haies historiques, celles qui existent, continuent à s'éroder, au sens à péricliter, voilà. Alors, soit de manière par mort naturelle ou par manque d'entretien ou par mauvais entretien, soit par arrachage, effectivement. Mais tout ça à la fois, ça fait que le solde, en fait, continue à être soit tout juste équilibré, selon les chiffres, soit négatif. Voilà. Alors, peu importe les chiffres, la tendance, elle n'est pas très bonne. On revient sur ce qu'on a dit déjà plusieurs fois. Planter, c'est une étape dans le cycle. C'est un outil dans la boîte à outils. Mais dans beaucoup de territoires, l'urgence, c'est préserver, c'est remettre en production l'existant, préserver au sens restaurer. D'accord ? C'est surtout pas pour mettre sous cloche. Et tous les arbres qu'on a dans les espaces agricoles, tant qu'ils n'ont pas d'utilité, tant qu'ils ne sont pas réintégrés dans le calendrier de travail, y compris de l'agriculteur, eh ben, ils sont en sursis. Voilà. Indépendamment des règles qui, évidemment, interdisent les arrachages, mais vous voyez bien que le rapport lui-même a l'air de dire que les règles, ça ne fait pas tout. Voilà.
Je me permets d'apporter peut-être une nuance sur la première partie de la réponse. C'est par rapport notamment aux risques sanitaires. On l'a vu notamment pour la grippe aviaire. Il y a les rapports de l'ANSES qui l'ont notifié. La propagation de la maladie, elle est vraiment liée à l'action de l'homme et notamment à l'ensemble des acteurs qui passent d'un élevage à un autre, que ce soit lorsque les poussins sont mis en place ou les ramasseurs. Il n'y a pas toujours l'étape de désinfection entre les élevages et c'est comme ça que la maladie s'est énormément propagée ces dernières années. Donc aujourd'hui, ça va dépendre en fait de qui va dans le verger. Si vous avez des volailles, et c'est pour ça que les règles de biosécurité sont beaucoup plus complexes et empêchent justement de mettre à nouveau des volailles dans les vergers, parce que du coup, tout va dépendre de qui va rentrer dans le verger. Est-ce que c'est un tracteur qui est commun, qui va aller sur d'autres exploitations, ou si c'est celui de la ferme? Si c'est celui de la ferme, le risque est moindre. Mais voilà, si c'est une CUMA ou si c'est un établissement qui fait des services agricoles, qui va aller dans d'autres systèmes, on a un risque qui va être plus élevé. Donc c'est pour cette raison-là que les règles ont été complexifiées. Mais je pense que si c'est, comme vous l'avez dit, si c'est bien fait, si c'est correctement fait, ça peut être mené sans contaminer les animaux. Et tout dépend aussi de comment est le système d'élevage. Est-ce qu'il est en autarcie ou comment ça se passe dans les pratiques. Juste un complément, je parlais bien des contaminations pour l'homme, les salmonelles, etc. Voilà. Donc il y a effectivement deux grands sujets. Après, la grippe aviaire et les contaminations, les zoonoses, comme on dit, les épidémies animales, c'est encore autre chose. Et effectivement, c'est plutôt les camions qui sont en fait les premiers transmetteurs. Même s'il ne faut pas minimiser le fait que les oiseaux migrateurs, dans les zones où il y en a, c'est un peu ingérable. Voilà. Pour être gersois d'adoption, désormais, je vois bien que le sud-ouest n'est pas gâté, quoi. Oui, juste en élevage agroforesterie plein air porcine, on ne peut jamais écarter tout risque, mais les maladies, les risques, ça vient plutôt de les rongeurs, ça veut dire les choses comme le lepto, le parvovirus, mais on a les vaccins. Mais de l'autre côté, là je pratique l'agriculture bio depuis 20 ans, sur lequel on n'utilise jamais un antibiotique. Ça veut dire un écarté ça que je crois qu'on ne peut pas dire les mêmes choses dans les élevages en bâtiment. Ça veut dire que oui, on ne peut pas éviter tout risque, mais c'est le moindre, je crois. Question suivante. Bonsoir, merci beaucoup. C'était hyper intéressant. Petite question pour rebondir du coup sur la fin, la conclusion que vous avez faite sur la prise de conscience d'une part des exploitants et l'importance des politiques locales, en tout cas de l'influence locale agricole. J'ai cru comprendre qu'au niveau gouvernemental, voire européen, la prise de conscience était un peu tardive, voire inexistante. Est-ce que du coup on est quand même dans la bonne direction sur les institutions locales? De ma petite connaissance, il y a quand même un maillage assez important au niveau local, départemental, des associations, syndicats, chambres d'agriculture, etc. Est-ce que, selon les territoires, il y a déjà des prises de conscience et on va dans la bonne direction pour changer les pratiques, accompagner les exploitants via des formations, les lycées, j'en sais rien, mais voilà, est-ce qu'on est dans la bonne direction à ce niveau-là ou est-ce qu'il y a encore beaucoup de travail? Alors, je vais intervenir parce que je suis souvent sur le terrain, que ce soit avec les politiques, les étudiants, les agriculteurs ou même le grand public comme aujourd'hui. Alors, il y a encore beaucoup de travail sur le grand public pour faire prendre conscience que c'est un problème déjà. Il y en a qui sont, parfois, quand je fais des interventions sur les animaux et les stress thermiques, disent « Ah oui, c'est vrai, il y a des vaches dans les champs. Ah oui, c'est vrai qu'en canicule, elles peuvent avoir chaud. » Donc déjà, on est sur la base. Il n'y a pas que le métro, les éoliennes ou les centrales nucléaires pour parler du changement climatique. Alors, les agriculteurs sont les plus au courant des problèmes en fait sur le stress thermique. Ils sont plus au courant même que les politiques. En fait, les agriculteurs ont déjà pris les devants pour trouver des solutions. Comme là, on a plusieurs personnes qui parlent ce soir sur l'agroforesterie. Ils n'ont pas attendu les aides de l'État ou je ne sais quoi en fait. En fait, les agriculteurs sont les plus concernés parce qu'ils voient leurs animaux souffrir et en réalité, ils essayent d'éviter au maximum cette souffrance. Pour moi, là où il y a le plus de boulot à faire, c'est sur le grand public, sur la consommation et la compréhension du politique de la réelle problématique. Voilà.
C'est mon avis. Après, peut-être que vous ne partagez pas le mien. Pour être quand même optimiste et en même temps réaliste, s'il n'y avait pas de problème, on ne serait pas là. Et si ce qu'on fait tous les jours ne servait strictement à rien, on ne serait pas là non plus. Donc en fait, on est en chemin. Ce qui est sûr, ce qui est à peu près sûr aujourd'hui, c'est que l'évolution des choses, de la contrainte qui nous arrive dessus, et cette contrainte est très rapide. Hein. Donc en fait, le changement climatique va plus vite que nous. Clairement, il faudrait arriver à accélérer. Donc pour l'instant, on est un peu... la vague nous rattrape. Pour autant, on le sait, dans les dynamiques de changement, il y a des paliers à des moments, il y a des sauts à des moments, etc. Et en fait, contrairement à ce qu'on pense, il n'y a pas besoin d'être 50% d'une population pour que le système, finalement, adopte la solution et que la solution devienne majoritaire. Ça marche en agriculture, ça marche avec les smartphones, par exemple. Enfin, voilà. Et en fait, quand vous êtes déjà 15 ou 20% déjà à pratiquer et puis à mettre en œuvre, ça fait un peu effet boule de neige de lui-même aussi. Donc voilà, il ne faut pas voir le cap comme un truc inatteignable où on serait 3%, il faudra arriver à 50%. Petit à petit, et puis en fait, le contexte nous donne raison tous les jours, malheureusement pas. Donc oui, voilà, on n'est pas assez nombreux, on ne va pas assez vite, clairement. Mais je peux vous dire que ça va quand même très très vite. Et j'ai l'habitude de dire qu'entre chacun de nous, quand on y travaille, entre le matin et le soir, on voit chaque jour la petite différence. Pour compléter, alors moi j'amènerais une nuance plutôt un peu négative parce qu'on a quand même en face des forces contraires et politiques complètement inégales et extrêmement fortes. On a certains syndicats très puissants qui ont des positions très rétrogrades sur certains sujets. Et pour le changement, c'est pas évident. Mais je pense que oui, au niveau local, il y a quand même de la prise de conscience. Évidemment, les agriculteurs sont les premières victimes du changement climatique. Il y a peut-être l'isolement de certains acteurs quand on est seul dans sa ferme pour aller chercher l'information, c'est pas toujours évident. Mais voilà, il y a des initiatives, il y a des groupes d'échange entre producteurs qui peuvent permettre justement d'échanger ces bonnes pratiques, les astuces. Et au niveau local, ça peut être plus compliqué du point de vue des élus et des représentants. C'est peut-être l'aspect toujours politique qui est le dernier verrou à faire sauter pour lequel on a encore du travail, quoi. Oui, moi, tout ce que je peux dire, c'est que depuis qu'on a lancé dans l'aventure de l'agroforesterie, on a eu un important soutien de l'ITAB, l'Institut technique d'agriculture bio, les chambres d'agriculture d'Angers, et une réponse, comme j'évoquais avant, très positive quand on a fait diverses réunions sur le sujet, surtout de soit jeunes agriculteurs ou gens avec un projet d'installation. Ça veut dire ça, c'est très positif quand on veut semer les idées. Et je ne suis pas très dans la politique locale, mais je crois chez nous, à cause de les concerns pour la qualité de l'eau, justement, on a chez nous les bassins d'Oudin qui soutient ce développement. Et je crois, je ne sais pas au niveau national, mais je crois qu'il y a un lien entre les mises en place d'agroforesterie et la qualité de notre eau qui peuvent être très positifs. Quelqu'un a une question ? Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle ? Merci beaucoup pour l'implication. Non, on a beaucoup parlé de réchauffement climatique. Pour élargir sur le dérèglement climatique, il y a aussi des phénomènes météorologiques extrêmes qui en découlent, sauf erreur. Peut-être, n'hésitez pas à me reprendre si je... Mais du coup, on le voit aussi cette année, il y a eu beaucoup de pluie. On voit l'impact direct pour les cultures avec une perte de rendement. Est-ce qu'il y a du coup aussi des impacts négatifs sur le bien-être animal avec du coup une pluie prolongée, par exemple, ou des phénomènes météorologiques extrêmes? Alors, il y aura moins d'effets négatifs sur la santé animale
d'une pluie extrême ou de froid, bien sûr, si on n'est pas à moins 30 ou moins 20, que des canicules. Parce que les canicules, c'est difficile de s'en tirer. Vous le savez très bien, quand vous regardez, par exemple, quand vous aussi, vous avez chaud, en ville, c'est difficile de faire face à cette chaleur. Par contre, il faut comprendre que le froid n'a pas un effet direct, c'est-à-dire qu'il ne va pas impliquer directement sur les animaux un mal-être. Par contre, c'est le risque de maladie dans les étables qui peut être important d'étudier, puisque le froid peut par contre euh, euh, proliférer les maladies dans les étables. Il n'aura pas d'effet direct, le froid et l'humidité, pardon. Il n'aura pas d'effet direct sur l'animal, mais il peut avoir des effets indirects par l'action de l'homme, par ces étables où il y a ces animaux, et il peut y avoir un petit peu plus de maladies à cause de l'humidité et de la fraîcheur. Donc non, le principal aspect qu'on peut avoir pour les animaux d'élevage, c'est ces problèmes de chaleur. Ça, c'est le direct du climat. Le froid, plutôt, un impact direct sur les maladies. Voilà, à ma connaissance, c'est comme ça que je répondrai à la question. La grêle, les tempêtes, par contre, il n'y a pas d'évolution positive avec le changement climatique. On est plutôt sur une tendance stable pour l'instant des tempêtes et de la grêle en France. Et de toute façon, ce n'est pas des choses qui vont impacter les vaches, sauf les effets de foudre qui peuvent tuer les animaux. Mais ça, il n'y a pas de chiffrage, d'archives. Et la grêle, les gros grêlons géants qui peuvent faire mal aux animaux, mais ça aussi, on n'a aucun chiffre dessus. Voilà. Juste, Serge, quand on avait discuté, vous aviez aussi évoqué l'impact de la sécheresse potentiellement sur les animaux et notamment l'impact fourrager que ça pouvait avoir sur l'alimentation. Est-ce que vous pourriez expliquer un peu aussi cet impact ? Bien sûr, bien sûr. J'avais pas préparé la diapo. J'ai l'habitude de préparer mes petits diapos parce que je fais toujours les choses bien. Alors, du coup, pour le fourrage, effectivement, il y a un effet du changement climatique sur la production fourragère qui s'explique assez simplement par un graphique au lieu de faire de grandes phrases. Donc, vous avez ici, par exemple, l'évolution de la production fourragère au cours de l'année, un exemple de l'Alsace. Ce qu'on observe, c'est que vu qu'on aura plus de CO2 dans l'air à cause du changement climatique, on va avoir du coup des problématiques. On va avoir des problématiques de forte pousse. Enfin, c'est pas forcément une problématique. On va avoir une forte pousse plus importante au printemps, puisqu'il y aura de l'eau et à la fois plus de CO2, donc une surproduction de fourrage au printemps. Par contre, en été, on va avoir un déficit de production de fourrage, puisqu'on aura toujours ce CO2 supplémentaire, mais vu qu'il y a moins d'eau, on ne peut pas faire de photosynthèse et utiliser ce CO2. Donc le but, c'est de savoir dans certaines régions s'il y aura une compensation entre l'excès du printemps et le déficit de l'été. Et c'est là où on voit assez rapidement les choses, c'est que dans la plupart des régions de France, en réalité, on aura plus de production de fourrage. Il faudra juste s'adapter en distribuant cette production excédentaire du printemps à la distribuer l'été. Sauf dans le sud de la France, où là, le printemps ne compensera plus l'été et on aura une diminution de la production de fourrage sur l'ensemble de l'année. Ici, j'ai le graphique de production de fourrage pour le Tarn, Sonneau, le Béarn, la Saintonge, Ille-et-Vilaine, Bois-Chaud, Pyrénées-Orientales, Chaours, Brest, Périgord, etc., etc. Sur la production de matières sèches annuelle, elle augmente dans toutes les zones, sauf dans les Pyrénées-Orientales et dans le Languedoc où elle diminue. Voilà, donc la principale source d'adaptation par rapport à cette problématique, c'est la gestion des stocks fourragers, de redistribuer les excès du printemps à l'été. Ça, c'est la principale source d'adaptation. Après, dans l'agroforesterie, on peut avoir un peu plus d'ombre, un peu plus d'eau dans les sols, un peu plus de pousses suivant les climats, la périmulité espèce aussi, de jouer sur les variétés. Voilà. C'est une des problématiques, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Le changement climatique implique aussi une évolution de la production fourragère et donc de la quantité de nourriture disponible par saison pour les animaux d'élevage. De même que pour la présence de l'eau dans les pâtures, ça devient de plus en plus compliqué dans certaines régions. Voilà, j'espère que j'étais un petit peu clair avec mes différentes images. Ouais, c'est très clair. Faut pas être daltonien, mais c'est très clair. Daltonien, pourquoi? Non, pour les couleurs. Mais... Non, ah mais oui, c'est une boutade. Désolé. Il n'y a pas de problème. Faire un truc un peu plus friendly plus tard. Non, mais il n'y a pas de souci. Même moi, j'ai réussi à voir, donc c'est bien.
Dans les pratiques traditionnelles, il y a quand même un truc qui s'appelle le sylvopastoralisme, qui est une forme d'agroforesterie donc forestière. Hein. On remet l'agriculture dans des endroits où il y a encore des arbres, c'est-à-dire des forêts, plutôt que l'exemple inverse auquel on pense souvent. Et en sylvopastoralisme, en fait, c'était principalement traditionnel dans le sud, c'est pas pour rien. C'était vraiment, encore une fois, la stabule d'été. C'était la zone de repli pour aller faire pâturer. Alors, il y a une strate herbacée, il y a de la feuille. Parce qu'en fait, l'arbre, vous avez remarqué, quand l'herbe est jaune, l'arbre est toujours vert. Souvent, dans les campagnes. Oui. Et en fait, l'arbre est un très bon frigo pour l'éleveur, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment une ressource complémentaire, supplémentaire dans les périodes de sécheresse. Alors ça, après, il faut arriver à le massifier, à le mécaniser, on y travaille. Mais il y a des très bonnes valeurs fourragères, il y a des très bonnes productivités, y compris en contexte hydrique assez contraint. Voilà. Et puis après, effectivement, les microclimats, hein, le fait qu'un système agroforestier va être une mosaïque, finalement, avec plus d'arbres d'un côté, moins d'arbres de l'autre. Ben, là où c'est plus ouvert, on a de l'herbe qui se réveille plus vite au printemps. Là où c'est plus fermé, l'herbe se réveille, c'est exactement le graphe qu'on vient de voir, mais décalé de quelques semaines. Donc comme ça, on peut piloter un peu mieux à l'échelle d'un territoire, encore une fois, la ressource disponible. Voilà. Oui, juste pour revenir à les effets d'extrême, c'est vrai, je suis content que vous avez évoqué les problèmes d'excès d'humidité parce que cette année, c'était une année très, très humide, beaucoup de pluie. J'avoue, c'était super pour les arbres parce qu'ils étaient régulièrement arrosés. On a vu, ils ont bien poussé. Mais par rapport à surtout les cochons plein air, ça peut donner les problèmes. On revient à la mise basse. Si on a un sol humide, c'est difficile à être sûr que le laitier, c'est toujours. Ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de travail. Ça peut, suivant l'exploitation, donner difficulté de l'accès. Ça veut dire si on enterre avec les tracteurs. Et ça peut accentuer la dégradation de parcelles. Ça veut dire que les cochons ils fuient les terres excessivement. Et on peut avoir une surcharge de vers, de parasites. Ça veut dire qu'il y a ces problèmes-là à gérer. Et peut-être la réponse, c'est de revoir les densités des animaux et la disponibilité de pâturage. Mais ça veut dire que ça impose un regard différent de ce qu'on a toujours eu. Ouais, je compléterai cette réponse et celle de Serge. Je suis entièrement d'accord sur la question du pas de temps. En fait, c'est clair que les fortes chaleurs, elles vont impacter très rapidement les animaux sur un pas de temps très court. Par contre, les pluies, donc comme cette année prolongée, il va falloir plus de temps pour que ça impacte la prairie, mais ça peut avoir un impact donc à long terme du coup et immédiat aussi dans le moment où donc Karl l'a évoqué sur la boue. Pour les bovins, c'est pareil. On peut avoir des maladies de pieds qui vont venir se développer, les sabots qui se ramollissent, et donc ça peut aller jusqu'à des boiteries. Et si c'est pas soigné, pris en charge, ça va impacter la mobilité des animaux. Et parfois, certains agriculteurs choisissent de rentrer les animaux en bâtiment en ce moment-là. Donc, on va avoir du coup moins d'accès à l'extérieur et moins de possibilités pour les animaux d'expression des comportements aussi. Donc, il y a quand même cet impact-là qui joue. Mais par contre, voilà, c'est sur des années exceptionnelles comme cette année où ça a été prolongé. On a le temps pour une dernière question, si jamais... Mais si ça ne vous vient pas tout de suite, vous pourrez toujours discuter avec les intervenants juste après. Mais là, il y a une dernière question. Promis, c'est la dernière. On fait souvent j'ai déjà entendu des parallèles entre l'agroforesterie et une pratique assez récente qu'on appelle l'agrovoltaïsme ou l'agrophotovoltaïsme. Voilà, non mais ça m'intéressait d'avoir votre avis, savoir si d'un point de vue, là on va parler du coup c'est votre expertise, mais d'un point de vue agronomique, est-ce que c'est une solution crédible ou pas et pourquoi ? Et même peut-être d'un point de vue bien-être animal, ça peut aussi poser des questions. Voilà, est-ce que ça peut être intéressant à développer ce genre de pratique ? Alors, ça dépend de quoi on parle, et les deux ne sont pas incompatibles. On peut avoir des parcelles agroforestières avec en fond de parcelle des panneaux photovoltaïques qui sont mis en place, par exemple.
L'intérêt du panneau photovoltaïque, c'est d'apporter de l'ombre, mais c'est tout. Ce que tout un arbre ou un bosquet ou une haie va apporter, la protection contre le vent, la protection, le microclimat aussi qui se met en place, la température, l'humidité, la température qui baisse grâce à l'humidité de l'arbre. Bon, on ne parle pas évidemment quand on est au-delà des températures tolérées par les arbres, mais bref, tous ces microclimats que l'arbre, l'arbuste ou le bosquet va créer, c'est pas apporté par le panneau photovoltaïque. Et d'un point de vue agronomique, le panneau photovoltaïque il ne se détériore pas, donc il n'y a pas de matière organique qui est restituée au sol. Donc on n'a pas, à part l'intérêt de l'animal qui va rester sous le panneau et qui va apporter ses déjections, on n'a pas tout l'intérêt de la matière organique apportée par les végétaux. Donc ça peut être intéressant, ça peut être une source de revenus complémentaire, ça peut apporter un peu d'ombre aux animaux, mais ce n'est pas aussi efficace qu'un bosquet ou une haie ou des végétaux bien entretenus et bien organisés. Bon, je peux rajouter, j'irai dans le même sens, évidemment. Alors, évidemment ou pas, moi, j'essaye toujours, de manière ouverte, d'essayer de comprendre pourquoi on veut faire ça. Pour l'instant, je n'ai pas vraiment compris. Je ne vois pas pourquoi on essaye dans cette société de mettre des panneaux solaires dans les champs et de faire de l'agriculture sur les toits. Il y a un truc que je ne comprends pas. Voilà. C'est une boutade, mais c'est quand même la réalité. On ne peut pas mettre des panneaux et des arbres, ou alors de manière, par effet mosaïque, peut-être dans un territoire. Et c'est presque la seule façon que je vois de faire de l'agrivoltaïsme, c'est avec des petites unités, très bien réparties, etc., à petite échelle, pas 50 hectares d'un seul tenant. Voilà, parce qu'on l'a dit, l'arbre est un outil multifonctionnel. L'agroécologie, c'est pas que produire de l'énergie, c'est le carbone, l'eau, la biodiversité, etc. Le panneau, il fait qu'une chose, il fait de l'énergie, un peu d'ombre, et encore, pas toujours très efficace. Vous êtes déjà mis sous un hangar en tôle, j'imagine. Voilà. C'est pas non plus l'endroit rêvé pour l'été. Donc voilà, c'est une solution parmi d'autres. Moi, je ne la condamne pas de fait, mais je pense qu'il y a d'autres endroits pour mettre des panneaux, clairement. L'agrivoltaïsme, au sens de la double économie, c'est un mensonge. Ça revient à cacher la misère sous le tapis et à dire aux agriculteurs, faites le deuil de l'agriculture rentable, mettez des panneaux et après amusez-vous en dessous, quoi. Voilà. Et ça, clairement, je veux bien un contre-exemple, mais la plupart des exemples, la totalité même des exemples présentés, c'est des choses qui sont quand même assez perturbantes au plan économique. De toute façon, le panneau rapporte 10 fois plus que l'agriculture, donc il y a bien un moment où vous voyez bien que ça va basculer, quoi. Voilà, c'est pas... Et peut-être que Serge a un autre avis d'ailleurs sur cette question. Alors, sur ces questions-là, effectivement, il faut garder en tête que le panneau est une des solutions. Je ne mets jamais une solution sous le tapis. Par contre, ça dépend de comment on considère cette solution. Si la solution est la solution unique pour faire face au changement climatique, ouais, ça devient assez problématique. En réalité, il faut voir le panneau photovoltaïque comme une solution parmi tant d'autres. Je m'explique. Par exemple, il faut que ce soit un système de protection de la matière végétale sur le terrain. Il faut que ce soit absolument un système de protection, pas un système de remplacement de l'agriculture. Système de protection pour la grêle, système de protection pour le gel, système quand il y a des phénomènes de gel post-floraison, système d'ombrage pour le sol, pour éviter l'évapotranspiration, système pour les canicules aussi, pour éviter les fortes chaleurs, etc. etc. Il faut que ça soit un système de protection, pas un système de remplacement de l'agriculture. Et en fait, il y a beaucoup de bonnes idées qui sortent des centres de recherche. Mais c'est comment elles sont détournées politiquement après sur le terrain pour les mettre dans la rentabilité. On oublie l'arbre, en fait. On oublie beaucoup l'arbre. En fait, dans cette idée-là, l'arbre devient peut-être un élément qui est perturbant ou chiant. En fait, l'agri-photovoltaïsme permet de un peu détourner l'attention quand c'est mal utilisé et compris. Quand c'est bien utilisé, c'est-à-dire d'avoir sur les toits des granges, sur les parcelles où on a des problématiques de fourrage, où il y a de l'ombre pour les agneaux, en plus des arbres. Ça doit être un complément, ça ne doit pas être un élément de remplacement à la réflexion de l'implantation d'arbres. Voilà, c'est mon avis aussi. Comme toujours en agriculture, souvent ce que je dis, c'est qu'il faut prendre avec précaution ce qui nous est présenté. Il faut toujours prendre avec précaution ce qui nous est présenté parce que, en général, la solution est beaucoup plus complexe que ce qu'il n'y paraît.
Ouais. Je vais peut-être juste compléter ma réponse. Il y a des filières pour lesquelles ça peut être intéressant, c'est en aquaculture, où là, justement, l'agroforesterie n'est pas adaptée, puisque justement, tout ce qui va tomber dans les bassins va apporter de la matière organique et risque de polluer les bassins. Les panneaux photovoltaïques vont permettre de créer des zones d'ombre, et c'est hyper important, notamment pour les truites ou les saumons qui cherchent l'ombre et qui ont besoin, et ça permet de maintenir la température un peu plus basse. Donc pour créer des zones différenciées dans les bassins et pour pouvoir justement permettre aux animaux de se cacher sous ces panneaux, c'est vraiment intéressant en aquaculture. Donc là, c'est peut-être la nuance que je peux apporter pour cette filière-là. Oui, ils peuvent y aller, quoi. Non, mais on peut imaginer qu'un jour, on mettra peut-être des panneaux solaires sur les méga-bassines. Bref. Pour éviter l'évapotranspiration des méga-bassines, parce qu'on en parle beaucoup et du coup, ça ratifie le problème. On l'a déjà évoqué. Ou alors, on peut mettre des bulles en plastique blanc, plein de plastique blanc pour éviter que le soleil tape dessus. Vu que c'est blanc, ça va réfléchir parce que c'est du plastique. Après, ça fait pas du tout de microparticules. Non. Merci beaucoup. Je pense qu'on va s'arrêter là. Merci à tous les intervenants. Merci Serge, merci Karl, merci Sandy et merci Fabien pour ces échanges de grande qualité. Merci à vous tous et toutes pour votre écoute. Et encore une fois, merci à Aubin de nous avoir accueillis ce soir. Merci à tous.